Madame Fontaine a été député européen dès 1984, je crois, c'est cela. Présidente du Parlement européen en 1999, jusqu'en 2002, un mandat. Et en 2002, vous devenez ministre de l'Industrie pendant 2 ans. Aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes avocate spécialisée en droit européen, bien évidemment, professeur affilié à l'ESCP Europe et vous enseignez également dans un master d'affaires européennes à l'IEP de Paris. Vous avez pu remarquer, mesdames et messieurs, qu'après un conférencier belge, nous avons comme marraine l'ancienne présidente du Parlement européen. Ce soir, nous sommes sous le signe de l'Europe. Et à apprendre à réussir comme au foyer de Cachan, cela nous va très bien. Grand merci, Madame la Présidente. Vous allez maintenant nous dire un peu dans cette période ô combien troublée de l'Union européenne, ce que nous pouvons penser, quelles sont les perspectives que vous pouvez nous ouvrir à vous. Merci. Non, Monsieur Ragnaud, je crois que ça ne serait pas raisonnable d'entamer à 8h20 une conférence sur le thème actualité, perspective européenne. Alors, actualité, je ne sais pas si vous avez consulté subrepticement votre iPhone, mais vous devez savoir qu'en ce moment même, on lui fait une concurrence féroce, le président François Hollande est en train de dire s'il se représente ou pas. Vous avez les résultats déjà, si on peut dire. Il ne se présente pas. Ah, voilà un homme raisonnable. On disait tout à l'heure avec Françoise que les hommes n'étaient pas raisonnables. Vous voyez, nous sommes des mentis, hein, n'est-ce pas? Bon, non, voyez-vous, et les perspectives européennes, elles sont immenses. Bon, après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, vous imaginez à quel point. Et j'ai commis, si je puis dire, un ouvrage qui s'appelle, que j'ai appelé d'une façon très provocante, Brexit, une chance. Point d'interrogation. Repenser l'Europe. Et voyez-vous, ça a paru tout à fait insolite que l'ancienne présidente du Parlement européen puisse se dire, mais finalement, si les Britanniques partent, eh bien c'est peut-être une chance de clarification, de rebond, une chance de repenser l'Europe. Et je tiens à vous préciser que le livre est paru le 14 juin. Alors c'était quand même assez risqué. Beaucoup me disaient, mais pourquoi avoir mis ce titre alors que ton livre, il ne vaudra peut-être plus rien dans 10 jours. Bon. Ceci étant, c'était pas exact. Parce que même si les Britanniques étaient restés dans l'Union européenne, il y avait une nécessité absolue de repenser, de refonder, de relancer une Europe qui malheureusement est profondément malade. Et c'est l'Européenne convaincue que je suis et que je reste qui vous le dit. Alors, vous voyez, nos routes se sont beaucoup croisées, beaucoup plus que vous le pensez. Vous faire un petit reproche, Monsieur Ragnaud. Vous n'avez oublié de signaler peut-être ce qui fut l'une des plus belles périodes de ma vie professionnelle. Ça a été au secrétariat général de l'enseignement catholique, où j'ai été secrétaire générale adjointe, et où nous avons porté avec toute l'équipe beaucoup de choses que vous portez vous, et auxquelles il a été fait plus qu'allusion ce soir. La lutte contre le chômage des jeunes. Je me souviens, on avait écrit un éditorial, avoir 20 ans et être inutile. Et je voyais déjà, c'était la lutte, l'innovation au service de la lutte contre les inégalités. Je me souviens avec beaucoup de toutes ces innovations pédagogiques qui fleurissaient ici ou là pour l'insertion des handicapés dans les classes normales, pour l'insertion des plus défavorisés. Tout cela, on l'a vraiment porté d'une façon très forte. Et puis la formation des enseignants, bien
évidemment, qui était un vecteur tout à fait privilégié. Alors après, à l'Europe, au fond, j'ai retrouvé finalement tout cela, mais d'une façon très différente, parce que je tiens à vous préciser, au cas où vous ne le sauriez pas, que l'éducation relève, j'ai employé un mot barbare, monsieur le professeur Lebrun, en bon belge, vous le connaissez, la subsidiarité. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas de compétences dans le domaine de l'éducation. Et c'est très sage, comme dans le domaine de la culture, comme dans un certain nombre de domaines. On estime que la compétence des États membres, disons que ces domaines doivent relever de la compétence des États membres et que l'Union européenne n'intervient qu'en appui des actions qui sont effectuées au niveau national ou au niveau local. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé avec enthousiasme à mettre en place des programmes de mobilité communautaire des jeunes, le fameux programme Erasmus, et à essayer, autant que faire se peut, de faire en sorte que nous puissions donner à chaque jeune une possibilité d'intégrer dans son cursus une période de mobilité. Alors aujourd'hui, vous voyez, dans ce vaste programme qui consiste à repenser l'Europe, une Europe qui enfin répond aux attentes des citoyens, eh bien il y a le projet d'un Erasmus Pro, c'est-à-dire un Erasmus qui serait un grand programme pour justement l'apprentissage. Et vous voyez, on se retrouve dans tout ce que vous avez dit. J'ai vraiment retrouvé nos mêmes vecteurs, et vous avez, monsieur le professeur Lebrun, vous avez fait allusion au danger du numérique, au risque, etc. Et vous le savez certainement, le Parlement européen est particulièrement sensible, a toujours été très sensible dans ces domaines dont elle perçoit à la fois les potentialités. Et d'ailleurs là, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment accompagné. Les législations restent encore extrêmement différentes. Et il y a beaucoup de progrès à faire. Mais je dirais que le plus que le Parlement européen a toujours voulu apporter, c'est en ce qui concerne la protection des données et la sécurité, justement, à l'égard de ces phénomènes qui sont fabuleux, tout à fait, qui sont appelés à des développements encore plus fabuleux, mais dont nous percevons aussi les dangers. Alors, voyez-vous, j'aimerais infiniment qu'on fasse une deuxième conférence. François, je vous propose de revenir si vous le voulez. Alors, je vais vous laisser mes livres. Malheureusement, je ne peux pas les donner, j'en ai apporté 10. Si ça vous intéresse, vous les achetez, c'est l'éditeur, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de vous les donner. Puis d'ailleurs, il en faudrait un peu plus. Car cet ouvrage comporte une innovation qui est de nature à vous intéresser. Nous nous sommes penchés, François Poulet-Matisse et moi, c'est-à-dire un journaliste qui a été, vous connaissez certainement, qui a suivi les institutions européennes pendant de longues années, nous nous sommes penchés, nous avons d'abord analysé les causes du désamour des peuples à l'égard de l'Europe, et puis nous en sommes venus, bien sûr, aux solutions, à ce qu'il faudrait faire, comment nous pourrions repenser cette Europe. Et c'est là où on retrouve, d'une certaine façon, l'innovation. J'ai eu envie d'associer mes étudiants à cet ouvrage. J'ai proposé, sous la forme bien sûr du volontariat, à des étudiants de réagir aux propos que François et moi, nous exprimions dans ce livre. 14 volontaires se sont présentés, ont accepté l'exercice, avec un enthousiasme formidable. Absolument formidable, ils ont travaillé, ils ont réfléchi, et au cours de ces... Alors je leur avais dit naturellement, pas de censure, que les choses soient bien claires, vous me direz ce que vous avez envie de dire, même si ça ne me plaît pas, et d'ailleurs il y en a un qui propose que l'on revienne dans la composition du Parlement européen à la coopération des parlementaires nationaux, comme vous pouvez l'imaginer, monsieur le professeur, c'est une idée qui ne me plaît pas du tout, mais ça fait rien, à partir du moment où elle est bien étayée, pas de souci, donc tout se retrouve dans le livre. Mais, un soir plutôt, parce qu'on travaillait beaucoup le soir, l'un d'entre eux m'a dit, écoutez, Madame Fontaine, j'ai une demande à vous faire. Nous avons une demande à vous faire. Dites, on aimerait faire un chapitre.
effectivement, mais est-ce que vous avez conscience que c'est beaucoup plus contraignant que de faire des petites réactions après nos propres chapitres? Oui, oui. On a conscience, mais on a des choses à dire. On a des propositions à faire. On a envie d'Europe, mais on est exigeant. On a des exigences à formuler et des propositions innovantes à faire. Et ils en font un chapitre qui est formidable. Je ne suis pas vexée. Dans beaucoup de réactions de personnes qui ont lu ce livre, ils flashent sur le chapitre des jeunes. Mais c'est tout à fait normal. Ça ne me vexe pas du tout. Au contraire, ça me comble. Ça me comble. Parce que, alors bien sûr, je n'ai pas la prétention, je ne vais pas vous dire qu'ils sont représentatifs de la jeunesse. Bien évidemment, vous avez bien compris, ce sont des jeunes de SCP Europe. Bon. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et c'est quand même intéressant de voir que les jeunes, finalement, ils ne sont pas seulement consommateurs d'Europe. Et ça, c'est un progrès. Parce que pour rencontrer beaucoup de jeunes, à travers la recherche en monnaie ad personam que la Commission européenne m'a confiée, je constatais bien sûr, l'Europe, c'était naturel, c'est normal, on voyage, on circule, bon, et même plus que l'Europe. Au-delà, on est consommateur d'Europe. Mais j'avais pas le sentiment qu'ils étaient capables de réfléchir sur qu'est-ce que c'est être européen, qu'est-ce que c'est que l'identité européenne, que voulons-nous pour l'Europe, quelle Europe voulons-nous, l'Europe est-elle nécessaire? Et j'ai senti chez ces jeunes une appétence, une envie d'Europe, une exigence très forte, notamment une exigence d'être associés à l'Europe, à la construction de l'Europe. Ils reprochent le déficit démocratique qu'on a souvent dénoncé, qui n'a jamais été vraiment comblé. Et ils expriment tout ça. Alors voilà. Alors, Françoise, si vous êtes intéressée, bon, pas en ce moment, parce que je fais à peu près 2 à 3 conférences par semaine. Et là, et très souvent dans des universités, ce qui est très nouveau. Avant, j'étais invitée pour des conférences par des associations, des mouvements européens, des collectivités territoriales, mais très rarement par des universités. Et là, il y a 5 ou 6 universités qui ont pris l'initiative, apprenant qu'il y avait ce livre, apprenant que de m'inviter pour débattre très largement avec les jeunes. Et je pense que c'est formidable, je pense qu'il faut débattre, et c'est très volontiers, vraiment, que je reviendrai. On pourra prendre date pour, alors là, vraiment un vrai débat, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne peut pas débattre de ça en 10 minutes, en 20 minutes, non, ça dure souvent des heures, et ça pourrait même, quelquefois, durer beaucoup plus, durer des nuits entières. Voilà ma proposition, c'est sur cette proposition que je terminerai. Alors, les livres sont, je ne sais pas où vous les avez mis, voilà, ils sont là. Donc, comme vous voulez. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous félicite, professeur, de cette merveilleuse conférence. Je vous félicite tous de tout ce que vous portez pour les jeunes et pour vous l'avez très bien dit, Françoise, tout à l'heure, faire en sorte que chaque jeune, quels que soient ses drames, quels que soient ses handicaps, quels que soient, puisse retrouver un peu de bonheur. Merci.